Bonjour à tous, bienvenue sur le podcast État de Flow. Je suis Elisabeth Smeisters. Depuis 2019, je cherche à comprendre et à partager comment vivre plus sereinement au quotidien et plus précisément, comment favoriser l'état de flow. Ce qui m'intéresse finalement, c'est de comprendre comment font les autres et quelles clés ils peuvent me donner. Globalement, on parle d'état de flow quand on se sent bien dans sa vie, une sorte de synonyme d'état de fluidité ressenti, même quand on traverse des challenges. C'est un état psychique, un état de bien-être. Le but n'est pas ici de le définir davantage, puisque tous mes invités ont leur propre définition, et certainement avez-vous également la vôtre, et c'est bien le but de ce podcast, de laisser la porte ouverte. Ici, je reçois des thérapeutes, des experts, des artistes, des entrepreneurs et surtout des humains pour découvrir leurs clés d'accès à l'état de flow dans tous les domaines du quotidien. Pensez à vous abonner à la chaîne pour être averti de la sortie d'un nouvel épisode. Et la nouveauté, c'est le Patreon qui vous donne la possibilité, si vous aimez ce podcast, de le soutenir. Patreon, c'est une forme de crowdfunding qui vous permet de soutenir la création du podcast en échange d'épisodes et de contenus bonus, également d'accès VIP sur des événements digitaux et présentiels. Patreon, c'est une chance inouïe de pouvoir continuer à créer du contenu et enquêter autour de l'état de flow. Alors, à vous qui choisissez de soutenir le podcast, merci du fond du cœur. Si vous cherchez le lien, il est dans les commentaires du podcast. Sinon, patreon.com/état de flow. À présent, let's go, let's flow. Bonne écoute de ce nouvel épisode. Persuadé qu'il lui manque un élément de compréhension de sa propre naissance pour pouvoir donner naissance à un enfant à son tour, mon invité découvre la respiration holotropique en 2012. Cette première expérience lui offre les clés qu'elle cherchait et l'année suivante, elle tombe enceinte de son premier enfant. Aujourd'hui, formée à cette pratique, elle encadre des groupes de thérapie et de respiration holotropique. C'est de cette respiration, de cette pratique, de cette technique dont nous allons parler aujourd'hui longuement. La respiration est essentielle et finalement, c'est notre premier souffle qui nous fait entrer dans l'existence. On vient voir ensemble comment ça se passe, une respiration holotropique, qui vient, pourquoi on vient, qu'est-ce qu'on peut espérer y vivre, comment se déroulent les séances, et puis si la respiration holotropique l'a aidé à ouvrir la porte de l'état de flow. Franco-marocaine, on en profite pour parler de son vécu de l'autre côté de la Méditerranée. Je ne vous en dis pas plus et je vous laisse avec Majda Gayourdeh. Bonjour Majda. Bonjour Elisabeth. Ça fait un bout de temps qu'on se connaît maintenant. Oui. Je ne sais même plus si... voilà, le podcast en réalité. Ah oui. Tu as été auditrice. C'est ça. Il y a plus de... Je me souviens très bien, puisque c'est quand j'ai démarré toutes mes formations sur le développement personnel, la psychothérapie, et donc j'avais plein de questionnements. Et je me souviens, on m'avait parlé de ton podcast, et je me suis dit, ah oui, tiens, état de flow, ça me parle. Et je les ai tous absorbés très rapidement. Et après, je t'ai contactée. Et voilà. Et aujourd'hui, donc, tu es psychothérapeute, oui. Notamment spécialisée en respiration holotropique. On parle beaucoup de breathwork, on fera peut-être, s'il y a des petites nuances ou pas, d'autres pratiques aussi. Parce que ton accompagnement, il est plus sur la thérapie, le trauma aussi, l'accompagnement de la personne et de ne pas rester limité à un outil. Mais quand même, la respi, on va beaucoup en parler. D'ailleurs, c'est son petit diminutif, la respi. C'est ça. Commençons par une question. Comment est-ce que la respiration holotropique s'est mise sur ton chemin, justement ? Alors, c'était très drôle, puisque j'habitais dans le coin, au fin fond du Vexin. Et à l'époque, on venait de se marier. Ça faisait 2 ans qu'on était mariés avec mon mari et je n'arrivais pas à tomber enceinte.
Et est arrivé, je ne sais pas comment ni pourquoi, et c'est là où tout le transpersonnel et tout ce monde de l'invisible, on me disait, bah, tiens, peut-être que maintenant, il serait bien d'aller faire un tour en PMA. Et je ne sais plus comment m'est venue cette phrase. Je dis à une amie qui vivait là depuis très longtemps, je lui ai dit, non, mais moi, en fait, ça ne m'intéresse pas d'aller en PMA parce que je sens qu'il y a quelque chose de ma naissance à moi. Il me manque un élément de compréhension de ma propre naissance pour pouvoir donner naissance à un enfant. Et elle me dit, tu sais, moi je te dis ça comme ça, mais je ne l'ai jamais pratiqué. J'ai des amis à moi qui ont revécu leur naissance en vivant une respiration holotropique. Moi, elle pique ma curiosité. J'achète des bouquins de Stanislas Grof, de Patrick Baudin sur la respiration holotropique. Je lis, ça m'intéresse vraiment, ça pique ma curiosité et je cherche un stage pour pouvoir vivre une respiration holotropique. Et donc on est en 2012 et je me retrouve au mois de décembre à Paris pour aller vivre une respiration holotropique avec Johar Siamed et Gérald qui sont connus du monde de la psychothérapie. Et donc voilà, je revis ma naissance. Ça s'appelle aussi Rebirth? Alors c'est pas du rebirth, mais ça s'apparente au rebirth. Mais c'était pas une donnée. C'est ça qui est fou, c'est que j'ai pu revivre ma naissance, mais c'était pas une donnée évidente. C'est-à-dire que j'allais vivre une respiration holotropique. On sait qu'on y va, mais on ne sait jamais ce qu'on va vivre. Donc si ça se trouve, j'aurais pu ne pas revivre ma naissance, ne pas comprendre. Et donc je revis ma naissance, je comprends, j'ai les clés de compréhension de ce qui s'est passé au moment où je suis née. Et donc à ce moment-là, je n'y retourne plus jamais. Voilà, j'ai compris, 2012, merci pour l'expérience. Et l'année qui a suivi, je suis tombée enceinte de mon premier enfant. Waouh. J'en ai des frissons. Je ne connaissais pas les prémices de cette histoire. J'allais te demander le déclencheur de tout ça. Ben voilà, il est là, la volonté d'être mère, à un moment donné, revivre ta naissance. Toi-même, aujourd'hui, tu es praticienne, tu proposes des stages, tu le vois sûrement auprès des personnes qui viennent en stage, qu'on ne va pas tous revivre notre naissance. Il y a d'autres raisons pour lesquelles on vient. Qui vient? Pourquoi on vient? Alors, qui vient, c'est ça qui est assez merveilleux dans cette pratique. Et moi, c'est pour ça vraiment que je garde j'ai des yeux d'enfant à chaque fois parce que tout le monde vient. Tout le monde vient. J'ai vu des personnes respirer entre 16 et 75 ans. D'accord. Vraiment, tout le monde vient. Qu'est-ce qui fait qu'un jour on va à la respiration holotropique parce qu'un jour on en a entendu parler. Quelqu'un nous a parlé de cette pratique-là, de cet outil-là thérapeutique. Parce qu'il y a un moment donné, on se retrouve à des endroits de notre vie où on ne trouve plus les clés de compréhension. On sent qu'il se passe des choses. On sent qu'on est bloqué à un endroit. On sent qu'il y a quelque chose qui veut se dire, mais on n'a pas la grille de lecture. Et le hasard qui n'existe pas, quelqu'un vient nous parler de cet outil. Et je me souviens d'une femme, un jour j'en parlais, comme ça on était au restaurant entre copines, et je dis, et je raconte une de mes expériences de respiration holotropique. C'était vraiment quand j'y suis retournée dernièrement et que j'y suis retournée chaque mois, je pratiquais, j'allais vivre une respiration holotropique. Et on dînait entre copines, et il y avait une femme au bout de la table. Mais vraiment, genre on était une dizaine et elle était au bout de la table. Et à la fin du dîner, elle est venue me voir en me disant « Je n'ai pas tout entendu de ce que tu as dit. Je n'ai pas tout compris de ce que tu as dit. Mais en tout cas, il y a quelque chose en moi qui vibrait très très fort. Et j'ai besoin de plus comprendre parce que je sens que j'ai besoin d'aller faire une respiration holotropique. Mais je ne sais pas du tout de quoi tu parles. Mais je suis appelée à y aller. » Et il se passe un moment dans la vie comme ça où on est appelé à aller comprendre des choses et l'outil vient à nous. Parlons de cet outil, puisque je disais tout à l'heure, on peut l'apparenter au breathwork, au rebirth. Qu'est-ce que la respi holotropique? Alors la respiration holotropique, il s'avère que c'est un psychiatre, Stanislas Grof, qui a créé cette technique. Dans les années 70,
Il a travaillé en tant qu'élève, en tant qu'étudiant, en tant que futur médecin en psychiatrie. Et en fait, il s'est avéré qu'ils lui ont demandé de tester, de faire partie de ceux qui testaient le LSD auprès des psychotiques. Donc à ce moment-là, c'est dans le cadre thérapeutique que le LSD est utilisé. Et il s'avère que les gens font des voyages assez hallucinants d'ouverture de la conscience. Et là, il se rend compte de cette opportunité et des voyages, et il retranscrit toutes les personnes qui l'accompagnent en hôpital psychiatrique. Et il se rend compte qu'il se passe des choses incroyables. Et arrive le moment où c'est interdit. Le LSD est interdit. Et donc, du coup, il décide de partir et de parcourir le monde parce que là, il sent qu'il tient quelque chose, mais qu'il faut pouvoir recréer cet effet de l'ouverture de cette conscience, que la conscience peut s'ouvrir. Donc, grâce au LSD, c'était un fait, mais il est persuadé que la conscience peut s'ouvrir différemment. Et donc, il parcourt le monde, l'Inde, les États-Unis, il se retrouve à Esalen avec beaucoup de thérapeutes comme Fritz Perls qui a créé la Gestalt, comme beaucoup. Et donc, ils font des expériences les uns avec les autres. Et donc, il est allé aussi auprès des soufis. Et donc, le souffle, il se rend compte que par le biais du souffle, le souffle peut être une porte. En réalité, il réalise aussi que le souffle, c'est quand même ce qui nous permet, au moment de la sortie du ventre de la mer à venir dans ce monde holotropique qui est le monde de matériel, de rentrer en contact avec l'humanité, notre premier souffle est le souffle qui nous suit toute notre vie. Donc du coup, il se penche sur la question du souffle et il se rend compte que le souffle, accompagné de musique évocatrice, des musiques ancestrales, et en fait, ça nous permet un voyage de la conscience incroyable. Les musiques ne sont pas faites par hasard. La vague de musique n'est pas choisie par hasard non plus. Et donc, tout le contexte, c'est vraiment ça. C'est comment, entre le moment où j'accueille le groupe, comment je fais matrice, comment je fais ventre, pour permettre à chacun de venir voyager à l'intérieur. Et c'est ça qui finit par créer cette technique-là. Par le souffle. Donc, on retourne à ce premier souffle, en réalité. À ce premier souffle, exactement. C'est des visions, qu'est-ce qu'on vit dans une respiration ? Et alors, je te dirais que ça dépend des gens et ça dépend des jours. La respiration holotropique, en fait, elle vient exacerber qui nous sommes vraiment, notre être véritable. Et donc, si on est très sensible visuellement, on va avoir beaucoup de visions. Mais si on est très kinesthésique, on va avoir beaucoup de sensations. D'accord. Voilà, ça dépend vraiment de qui on est. Et puis, la respiration qu'on fera... en fait, c'est ça qui est fou, c'est la respiration holotropique qu'on viendra vivre au mois de janvier, dans notre état d'esprit du mois de janvier, ne sera jamais la même que celle qu'on vivra au mois de juin, avec l'état d'esprit, la temporalité dans laquelle on vient et ce qu'on traverse dans nos vies à l'instant T. Du coup, j'entends une invitation à être curieux, à se laisser emporter par l'expérience. Exactement. On dit, il y a le mantra de la respiration holotropique qui dit faire confiance au processus. Oui. Et le processus qui vient quoi ? Libérer des traumas ? Est-ce que c'est toujours des traumas ? Est-ce que c'est... Pas toujours des traumas. Ce qu'on peut vivre en respiration holotropique, c'est la possibilité de multitude d'expériences. Il y a ce qu'on appelle les expériences biographiques, c'est-à-dire ton histoire de vie, de ta naissance dans le ventre de ta mère à aujourd'hui qui tu es. Donc tout ton vécu entre des traumas, des amnésies traumatiques justement, qui peuvent venir se révéler. Et si elles se révèlent à ce moment-là, c'est qu'on est prêt à les voir toujours. Le processus ne nous emmène que là où on est capable d'aller. Ça, c'est une première strate de possibilités. Il y a la possibilité de vivre des choses de l'ordre du transgénérationnel. On peut connecter à un grand-père, une grand-mère, à quelque chose de notre histoire de vie, de nos lignées maternelles ou paternelles, et avoir comme des clés de compréhension de cet arbre qui a fait qu'on est là, nous, pour pouvoir avoir plus de clés de compréhension de notre propre histoire de vie dans notre quotidien. On peut aussi vivre des choses de l'ordre du divin. Et c'est ça qui est assez incroyable, c'est de cette connexion au divin. Peu importe le divin qui est en nous,
que ça soit Dieu, Jésus, la source, le cosmos. Et en fait, on va se connecter à cette source en nous qui vient nourrir et qui va nous permettre de vivre quelque chose de l'ordre du... Il y a quelque chose qui est plus grand que nous. Quelque chose plus loin, plus grand, qui permet au monde d'être le monde. Et en fait, ça ouvre aussi... en tout cas pour moi, je sais que ça a ouvert plein d'endroits où j'ai pu juste me mettre un peu en retrait, tu sais, et se dire, bon, ok, en fait, il y a quelque chose de plus grand qui porte le monde et je ne suis pas obligée de tout porter toute seule dans le monde et de faire confiance à la vie et à la source, à Dieu. Donc voilà. Il y a vraiment l'ordre du périnatal, hein, de l'ordre de sa conception, de ce qui s'est passé dans le ventre, justement à sa propre naissance, ce qui s'est passé pendant les contractions, les complications, tu sais, on peut entendre dire il y a eu telle et telle complication pendant la naissance. Mais voilà, comme pour moi, il y avait un flou. C'est-à-dire que oui, c'était compliqué, mais qu'est-ce qui a été compliqué? Moi, je ne comprends pas et j'avais besoin d'aller comprendre ce qui avait été compliqué et à quel moment ça s'est joué. Et mon corps, en fait, c'est là aussi où je me suis rendu compte que il y a quelqu'un qui est avec moi depuis le premier jour de ma vie, c'est mon corps. Et que même si ma mémoire a oublié des choses, tu sais, on se dit toujours « Ah ouais, mais j'étais petite, je me souviens pas trop. » Ben, chacune des cellules de ton corps, elle se souvient de tout. Et ça, c'est assez incroyable de reconnecter à ces mémoires-là, en fait. Ça me fait penser au film Lucie, quand elle est sur la table d'opération, je ne sais pas si tu l'as vu, elle appelle sa mère, elle dit « Je me souviens de tout, je me souviens de tes bisous, je me souviens de ma naissance, je me souviens de tout. » De tout. Oui. Et alors, tout de même, est-ce qu'il arrive que certaines personnes ne vivent rien dans une respiration holotropique ou repartent avec pas finalement une grande expérience, pas un grand waouh, pas une ouverture? Oui. Et souvent, c'est justement un peu ce avec quoi on vient. Ça, je le dis souvent, déjà parce qu'en dehors de cette première expérience qui avait été incroyable et que j'avais mis de côté, les autres, elles n'ont pas été waouh pour moi. Enfin, ça n'a pas été... je les voyais tous à raconter des trucs, ils ont vécu. Moi, j'étais là, ok, bon, bah, en fait, c'était bien, j'ai réharmonisé un petit peu. J'avais l'impression de réharmoniser mes énergies, j'avais l'impression de... Et il m'a fallu beaucoup de temps pour comprendre que j'avais une hypervigilance. Et qu'avant de pouvoir plonger dans des expériences et pouvoir me libérer complètement et pouvoir oser aller dans mes traumas, aller dans ma vulnérabilité, il fallait d'abord que je sois sûre que le cadre dans lequel j'allais pouvait être hyper sécure pour moi. Et donc, du coup, il y a des personnes qui viennent et je leur dis souvent... ils peuvent être un peu déçus. On peut entendre « Oui, bon, bah moi, j'ai rien vu. Bon, bah, j'ai pas l'impression que... » Mais en fait, c'est une première fois. Et comme toute première fois, il y a des personnes qui sont assez sereins ou en tout cas pour qui ça match tout de suite. Et il y a des personnes, il va en falloir 2, 3 avant de pouvoir y aller vraiment. Mais je leur dis, soyez bienveillants avec vous. Votre sécurité, là où votre garde-fou se met en place pour pas plonger maintenant, c'est que vous n'êtes pas encore prêt. Voilà, c'est ce que tu disais tout à l'heure. En fait, on a les visions qu'on est prêt à recevoir, ou les compréhensions, les prises de conscience. Et si on n'est pas prêt, parce que en fait, c'est quoi derrière? C'est être prêt à les accueillir, à les voir. C'est ça. Si on dit non, mais c'est trop lourd, c'est trop... Imaginons des choses difficiles. Si la mémoire a oublié, c'est pas pour rien. C'est pas pour rien. C'est une protection. Donc il faut être prêt. Et c'est ça aussi ton rôle, j'imagine. Tu parlais de cet espace sécurisant. Toi, tu essaies et forcément, tu veilles à ce qu'il soit le plus sécurisant possible. Mais il y a la part de celui qui arrive, qui doit se sentir aussi en sécurité. D'où le fait de revenir une fois après l'autre, comme un endroit qui devient familier. Exactement. On a nos repères et petit à petit, on fait de plus en plus confiance et on peut se laisser abandonner au processus. Un peu comme en hypnose, certains, on voit les spectacles d'hypnose, certains vont être très vite pris et vont répondre à la proposition directement, et d'autres plus sceptiques, en fait, en sont fermés et n'ont
ne réagissent pas et ont l'impression de ne pas en être sensibles, mais c'est différent en fait de comment on vient, comme tu l'as très bien dit. Du coup, est-ce que déjà on peut toi, tu invites quoi les personnes à dire je suis en sécurité, je me sens en sécurité et je regarde si je suis en sécurité, en tout cas à comprendre leur rôle aussi, à prendre leur espace et à comprendre que s'ils ne le prennent pas et qu'ils ne sont pas bien, ben c'est ok aussi, c'est qu'il y a encore un garde-fou, mais c'est aussi ton rôle de leur prévoir l'espace. Oui, alors justement, moi j'ai très très à cœur parce que je pense avoir été à cet endroit-là où moi j'ai vraiment besoin de la sécurité, j'ai vraiment besoin de me sentir en sécurité, mais la sécurité ne vient pas que de l'espace, elle vient du lien. Donc avant de venir faire une respiration holotropique avec moi, toujours j'ai un échange téléphonique, j'ai un entretien au préalable. On discute. D'abord, je te dis qui je suis moi. Parce que oui, d'accord, tu veux venir expérimenter la respiration holotropique, mais moi, je me présente à toi pour que tu en saches déjà un peu plus. Et ensuite, pareil, à l'inverse, je te demande de te présenter à moi. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, dans ta vie, tu es appelé à vivre cette expérience-là ? Ça, c'est pour moi primordial que de pouvoir créer la sécurité du lien. Ensuite, effectivement, quand les gens viennent, nous, on pose le cadre, puisque je suis en binôme, ou alors il y a des tout petits groupes que j'anime toute seule. Là, je viens, je pose le cadre. Je réexplique qu'est-ce que c'est que la respiration holotropique. Qu'est-ce que c'est que la respiration holotropique chez moi ? Puisque c'est tout un contexte. C'est pas que un outil qu'on prend comme ça seul, c'est un outil dans sa globalité. Donc moi, je réexplique qu'est-ce que c'est que la respiration holotropique. Je pose le cadre de la confidentialité, du non-passage à l'acte, de pouvoir vivre et expérimenter et exprimer, du stop. Celui qui ne veut pas être approché a le droit de dire « moi, dans mon contrat, je ne veux pas qu'on m'approche » puisqu'il peut y avoir un toucher corporel. Évidemment, c'est toujours des zones, l'épaule, le bras, le dos, la main. Donc voilà, et si jamais je refuse d'être approchée, je le pose. C'est non et c'est ok que ça soit non. En fait, c'est ce que je dis toujours, vous venez là pour vous. Vous êtes là pour vous, c'est votre expérience. Et ensuite vient le moment où la parole est donnée au groupe. C'est-à-dire qu'individuellement, chacun vient dire ce avec quoi il vient. Et ce avec quoi il vient, c'est qu'est-ce que je traverse en ce moment dans ma vie. Et ce qui est toujours assez incroyable, c'est les résonances qu'il va y avoir dans ce groupe. Et ce qui se passe, la sécurité, elle vient au moment où on se dit « Ah, en fait, je ne suis pas seule à traverser ce que je suis en train de... » On se reconnaît dans l'autre. Et donc le lien. Exactement. Et à partir de là, je suis un peu plus sereine et en sécurité pour me laisser aller. Et les gens hallucinent. C'est cet endroit de bienveillance. C'est toujours ça qui en ressort, c'est de se dire mais en fait c'est fou, tant d'amour partagé et de sincérité et d'authenticité et de bienveillance alors qu'on ne se connaissait pas en arrivant ce matin. Du respect de l'histoire de chacun, de comment il va vivre les choses, ses besoins. Tu m'as fait penser au lien, on en parlait en amont du podcast avant d'ouvrir les micros, ce lien sécurité. Ce lien d'attachement avec les parents. L'enfant, pour pouvoir explorer le monde, a besoin de savoir qu'il est en sécurité et qu'il a des porte-avions, mais aussi quelqu'un où il peut se confier, il peut se déposer, il peut vivre parce qu'il est soutenu, il est accompagné dans la vie. J'ai l'impression que c'est ça aussi, que toi, en tant que guide de ces respirations, tu offres ce lien, cette sécurité-là, cet espace où vas-y, je suis là. Parce que c'est votre rôle, tu dis vous êtes deux déjà, parce que finalement, votre rôle, c'est de ne pas laisser la personne juste respirer et partir seule, éventuellement dans des visions ou dans une expérience. Si elle a besoin d'être accompagnée, tu es là en fait. Exactement. Tu sais, tu parlais tout à l'heure du breathwork. C'est là où, pour moi, il y a le contexte qui est très, très important. Tu vois, par exemple, on va souvent voir la blessure d'abandon, la solitude. Ça, vraiment, tu le sens et tu sens quand la personne qui est en train de respirer,
elle est en train de traverser quelque chose d'une solitude, mais d'une profondeur dans des larmes et de la tristesse, et que c'est douloureux. Et moi, je suis très kinesthésique et c'est ma manière de pouvoir accompagner. C'est que je vais être très dans le ressenti de ce que ressentent les personnes que j'accompagne. Et donc en ressentant cette peine et cette douleur et cette souffrance et cette solitude, de savoir que quelqu'un est assis à tes côtés et veille sur toi, est-ce que tu peux sentir cet endroit de réparation qui vient se nourrir, tu vois? C'est comme si le vide de la solitude d'un coup vient se remplir parce que quelqu'un est à tes côtés. Et donc nous, en tant que thérapeute, on vient aussi, et là on met une main sur l'épaule. Ou alors on tient la main et souvent je demande qu'est-ce qui se passe pour toi, et souvent c'est des larmes et c'est tellement dur, je suis tellement seule, et la seule phrase que je peux dire à ce moment-là, c'est eh ben, tu n'es plus toute seule, je suis avec toi. Et je donne la main et viens se réparer. Tu vois, on parle de l'endroit de la guérison. Je viens vider cette solitude, ce vide qui est à l'intérieur de moi. Et d'un coup, je le re-remplis par la présence de l'autre. Et je remplis et je remplis et je remplis quelque chose à l'intérieur de moi pour me sentir avec et plus seule. Et avec l'humanité, finalement, tu vois. Parce qu'après, il y a le groupe qui fait enveloppe, il y a nous, mais on est ensemble. Et là, d'un coup, il y a quelque chose qui se remplit à cet endroit-là. Alors, tu parlais du groupe à l'instant. Est-ce que c'est une expérience et tu proposes toujours en groupe, ou est-ce qu'on peut la vivre aussi en solo dans ton cabinet? Oui, on peut la vivre en individuel dans mon cabinet. Je le fais très rarement. Je le fais parce que je peux comprendre et entendre pour des personnes pour qui le groupe est très difficile. Justement, les endroits d'insécurité qui sont trop forts et c'est pas possible. Donc on y va pas à pas. Ça, c'est des personnes que j'accompagne en psychothérapie. Et donc du coup, voilà, pas à pas, on y va dans un premier temps en individuel. On en fait quelques-unes en individuel. Et tu sais, c'est vraiment comme tu parlais de l'enfant et du parent. Vraiment, j'accompagne, je suis un pas derrière l'autre. C'est-à-dire que, voilà, ton premier pas, c'est d'abord la psychothérapie. Puis ensuite, tu es prêt à aller dans le corps pour aller visiter. Mais pas avec du monde, c'est trop dangereux pour toi encore. Donc moi, je suis avec toi à cet endroit-là. Et puis à un moment donné, tu te sens prêt. Et tu te sens prêt et tu sens que tu peux t'ouvrir au monde et tu peux aller vers les autres. Donc on reconstruit vraiment ça. Et puis il y a un moment donné où ça y est, tu n'as plus besoin ni de venir respirer et ni d'être accompagné en psychothérapie parce que tu as rempli à l'intérieur de toi tous tes besoins qui ont manqué pour que tu puisses être au monde. Plus je t'écoute et plus je fais de liens évidemment avec les cours de yoga. Déjà tu parlais du fait que respirer avec toi, ce n'est pas respirer avec une autre personne, l'environnement étant celui que toi tu crées, ce que tu vas dire, la manière dont tu vas accompagner. C'est exactement ce que je ressens par rapport au yin yoga. Et puis, oui, la respiration, revenir au corps, j'ai l'impression en t'entendant, en t'écoutant, je dis beaucoup à mes élèves, utilisez votre respiration pour aller délier, relâcher les tensions. Là où vous sentez qu'il y a des tensions, quand on vient respirer à cet endroit, ça se relâche. La respiration va aussi nous aider en yin yoga à revenir à l'instant présent quand on est parti dans nos pensées, dans notre mental. J'ai l'impression en t'écoutant, et c'est certainement là toute la philosophie et toute la description de la respiration holotropique, c'est de se reconnecter finalement à sa respiration. Souvent, encore beaucoup, on respire de manière automatique. On ne sait même pas ce que c'est, une respiration pleine. Et la respiration, elle vient nous remplir. En réalité, toute la vie est contenue dans cette respiration. Donc à la fois, il y a l'expire, on ressort tout ce qui est trop lourd à porter. Et là, inspire, où on se nourrit de nouvelles choses, et pleinement, alors profondément, probablement même jusqu'en bas du ventre. J'imagine qu'il y a une technique, entre guillemets, de respiration, en respiration holotropique. C'est pas juste on est là et on respire. Non, il y a tout un travail de revenir. On utilise la respiration pour revenir au corps, à l'intérieur, finalement. C'est ça. C'est ce qu'on... Et ça, on l'explique aussi très simplement au début, quand on réexplique. On leur dit, on va vous dire comment respirer. Puisque la respiration, on en parle... on parle de la rampe de lancement vers cette exploration de la conscience.
Et effectivement, finalement, quand on y pense, c'est la rampe de lancement de l'existence. C'est-à-dire que s'il n'y a pas ce premier souffle, il n'y a pas d'existence. Donc c'est cet endroit où, après, techniquement parlant, justement, c'est aussi de se défaire d'une bonne façon de respirer. C'est ce qu'on finit par dire, parce qu'il y a toujours un moment donné où le bon élève en nous, bon alors d'accord, elle a dit qu'il fallait bien remplir ses poumons et puis bien relâcher dans un soupir. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Et puis je recommence et puis finalement je m'enferme dans mon mental sur comment je dois respirer et en fait je suis pas du tout connectée à ma respiration. Et c'est exactement ce que tu dis, il y a un moment donné on leur dit laissez votre mental passer. Il a plein de choses à vous dire et il en aura toujours plein et il sera là. Revenez à votre corps et écoutez ce qui se passe dans votre corps. Et il se passe des choses dans le corps à ce moment-là, dès que la rampe de lancement, dès que la musique démarre, parce qu'il y a un temps d'induction d'abord, de relaxation, où justement on vient remettre de la conscience dans chaque partie du corps. On se détend, on prend conscience de l'instant présent, on est ici et maintenant, dans cette salle, dans ce groupe, sur ce matelas, avec la couverture, avec l'oreiller, les yeux bandés. On est là, entier, ses pieds, ses mains, ses jambes, et on met toute sa conscience, et la conscience à le groupe, et le plus grand, et le divin, et les guides, et les animaux totems si on veut. Et on met toute cette conscience-là, on s'ouvre à quelque chose de plus grand, et là, le souffle devient rampe de lancement, et à partir de là, soyez sensible à ce qui se passe dans le corps, mais en réalité, dans le quotidien, quand on va marcher en nature, que d'un coup l'air change parce qu'il est plus humide ou parce que il fait plus froid, on sent plein de choses dans son corps. Et c'est comment on retrouve cette sensibilité-là. Oui, revenir en pleine conscience. Exactement. L'inspire. Je sens l'air qui rentre dans les narines, etc., jusqu'à l'expire où il ressort, en fait. Et sentir l'expérience de la respiration holotropique par rapport aux pratiques de pleine conscience. On parlait de yin yoga. La différence va être forcément dans le processus et la finalité. C'est ça. C'est ça. Et puis, c'est juste un outil, la respiration. Oui, c'est ça. C'est un outil. Puis, par contre, pour avoir pratiqué beaucoup de choses dans la respiration holotropique, dans ce processus-là, ce qui est quand même assez incroyable, c'est que c'est comme si, tu sais, tous ces filtres qu'on peut se mettre dans la vie, en réalité, on sent il y a une émotion qui arrive, ah bah non, ce n'est pas le moment de pleurer, ah bah non, je vais pas pleurer parce que tu comprends, enfin voilà, c'est pas grave, allez, et puis on adore se répéter des phrases de y a pire, oh c'est bon, c'est pas si grave, mais pour autant il y a cette émotion qui veut s'exprimer. Et dans la respiration holotropique, ce qui est merveilleux, c'est que quand on est à l'écoute de ce qui se passe, il y a plein de choses qui veulent s'exprimer. On est pleinement en lien avec tout ce qui peut s'exprimer, tout ce qui veut s'exprimer. Et là, par contre, on a ouvert cet espace qui autorise. C'est vraiment un endroit où je suis autorisée à vivre toutes les émotions possibles. La colère, les larmes, la tristesse. Moi, j'ai pu toucher des endroits de tristesse, mais tu vois, et c'est là où tu retrouves l'enfant et les mémoires corporelles. Tu vois, toi qui es maman, là, tu vois, quand il y a un vrai chagrin d'enfant, tu vois ce chagrin-là où c'est le néant, quoi. Tu sens que c'est profond, il y a quelque chose, mais ça a besoin de s'exprimer, c'est plus dedans. Et en réalité, après ça va mieux. Oui. Mais il y a un vrai besoin, comme quand il n'est pas d'accord avec quelque chose et qu'il y a une vraie colère qui a besoin de s'exprimer et qui dit non. C'est non, et c'est vraiment non. Et c'est un vrai non qui vient je suis en colère contre cette situation, ça ne me convient pas. Et les enfants, ça, ils le font très très bien. Moi, je le regarde encore, parce que les enfants sont encore petits et peuvent encore vivre ça. C'est-à-dire que quand il y a des profondes tristesses, c'est profond, ça vient de loin et ça a besoin de sortir, Et après, la vraie joie, elle peut aussi revenir dans la vie de ces enfants. Et ben vraiment, dans la respiration holotropique, c'est s'autoriser à
à toucher ses émotions, mais de manière à 100%, quoi, pour qu'elle puisse se libérer. Oui, c'est vraiment le moment où, là où on avait enfoui, tout peut sortir en fait. C'est ça. C'est un moment, et c'est un endroit sécurisé qui peut le permettre. Exactement. Et où on est accueilli aussi, parce que c'est ça où c'est très important, en tout cas dans ta pratique, peut-être pas pour tous. Et encore une fois, c'est une invitation, je pense que tu donnes vraiment toujours, de bien choisir avec qui on va la faire, simplement pour que ce soit en accord avec ce qu'on cherche. Mais voilà, toi, tu accompagnes vraiment, parce que ça va sortir. Donc ça veut dire qu'à un moment donné, qu'est-ce que je fais de tout ça? Parce que souvent, pourquoi est-ce qu'on enfouit les émotions? C'est parce qu'on ne sait pas qu'est-ce qu'on en fait. Il ne suffit pas qu'elles sortent, effectivement. Ça sort et ça ramène à la conscience certains événements qui sont réels. Donc qu'est-ce qu'on en fait? Comment on les accompagne? Donc là, tu es là en tant que psychothérapeute, soit pour laisser poser la parole, peut-être aussi pour poursuivre derrière. Oui, exactement. Il y a ce moment où... bon, ok, c'est dedans, je le dépose à l'extérieur. Ça, c'est une chose, c'est fait. Mais n'empêche qu'effectivement, des fois, de voir qu'il y avait tout ça à l'intérieur. Tu sais, c'est comme prendre conscience. En fait, il y avait tout ça. Et ça me rend tellement triste de voir qu'il y avait autant de tristesse en moi et que personne ne l'avait accueilli. Et ben, en fait, justement, de pouvoir dire, moi, je la vois, je l'accueille, je suis là avec toi, tu n'es plus seule avec ça. Tu n'es plus obligé de faire seul avec ça. Et bien sûr que le travail de psychothérapeutique à côté, d'être en thérapie, de pouvoir après, il y a l'intégration qu'on fait ensemble pendant ces journées-là. On vient parler de ce qui s'est passé, de ce qu'on a compris, du poids qu'on peut porter des fois et qu'on est venu et qu'on en a déposé un gros paquet là et que ça fait du bien. Mais bon, n'empêche que je repars en me disant quand même, j'avais tout ce poids à l'intérieur et qu'est-ce que j'en fais? Et vraiment, moi j'invite, et ceux que je connais qui accompagnent avec cet outil-là, on invite à pouvoir le déposer dans un travail thérapeutique. C'est super de pouvoir dire, en fait, ça y est, j'ai ouvert la porte. J'ai ouvert la porte. Après... Et j'ai compris ce qu'il y avait derrière cette porte et tout ce qui m'empêchait d'avancer dans mon quotidien. Et en fait, c'est ça. Et ça vient nourrir aussi l'endroit de la psychothérapie, où à des moments, on a l'impression de tourner en rond et de plus trop savoir par quelle boule prendre, quoi. Du coup, ce sont des journées à chaque fois que tu organises, ou c'est des séances de 1 heure, 2 heures? Non, c'est des journées. Ça commence le matin. Il y a le binôme qui se forme, c'est-à-dire que dans le groupe, on choisit son binôme de respiration. Et donc, le matin, il y en a un des deux qui fait sa respiration. Ça dure 2 heures, plus l'induction, plus... on propose de faire un mandala. Avec des feutres, des pastels, juste à la sortie de son voyage, tout de suite de mettre sur papier avec des couleurs. On leur dit, on n'est pas là pour faire un dessin, mais on est là pour poser les éléments qui nous semblent être importants, et on peut y revenir des mois plus tard, et on a encore des clés de compréhension grâce à ce dessin, parce qu'on est venu le poser directement. Ça permet déjà une première intégration. Ensuite, il y a la pause déjeuner, et ensuite, c'est le binôme qui respire, celui qui a accompagné, qui a été présent à côté le matin. Et ensuite, on fait le moment d'intégration tous ensemble. Ok. Tu dirais que la respiration holotropique, elle t'a aidé à vivre davantage dans le flow, à vivre cet état de flow. Est-ce que tu l'as peut-être ouvert la porte à cet état de flow dans ton existence à toi? Tu sais, il y a quelque chose de l'état de flow c'est le flow, c'est vraiment cet endroit où il y a quelque chose qui nous porte dans le quotidien. Et soit effectivement on suit l'état de flow, et soit on est complètement en résistance, verrouillé. Et la respiration holotropique, ce qui était assez fou, c'est de pouvoir capter ce dont moi j'étais capable, parce que par le biais de mon souffle, d'être dans cette respiration et d'être portée par le flot de mon propre souffle qui me donnait à voir et à sentir des choses que je ne sentais pas dans le quotidien. Le fait de répéter, de travailler un peu comme un muscle, mon état de conscience élargi, me permettait dans mon existence du quotidien, sortie des respirations holotropiques, d'être portée par ce flot et avoir l'impression que en fait
le muscle de mon état élargi de conscience se travaillait au point que je me disais, en fait, maintenant, je capte des choses alors que je suis plus en respiration. Parce que, comme tu l'as dit, en fait, tu as ouvert la porte et je pense qu'en fait, on la garde ouverte. À un moment donné, on les referme, on la réouvre et donc, c'est comme si les charnières fonctionnaient de mieux en mieux et à un moment donné, en fait, on peut l'ouvrir à tout moment sans devoir respirer. C'est ça. Magnifique. L'existence, c'est beau, c'est la venue au monde, c'est la vie, le quotidien, qu'il soit extra ou pas ordinaire. C'est aussi le nom de ton podcast. Tu as aujourd'hui décidé de prendre la parole, de prendre le micro pour quoi ? Pour raconter, pour permettre d'ouvrir aussi d'autres portes. En fait, je me suis rendu compte que déjà, moi, je suis grande auditrice de podcasts et je trouve ça, à chaque fois, ça fait partie de cet état de flow. D'être porté par le flot des voix, d'être porté par le flot des histoires, des inspirations, de sujets dans lesquels je peux me reconnaître et des sujets dans lesquels je ne me reconnais pas du tout, mais ça me permet d'avoir un regard autre sur une existence possible qui n'est pas la mienne, tu vois. Et je me dis toujours, c'est super intéressant, c'est pas du tout ma vie, c'est pas du tout, je ne me reconnais pas du tout, mais c'est super chouette de savoir que quelqu'un d'autre vit telle et telle chose. Donc ça, déjà, c'était ça me nourrit et ça m'a toujours nourri. Et puis arrive le moment où je me suis dit, mais moi j'adore, d'ailleurs c'est pour ça que je fais de la psychothérapie, j'adore écouter les gens me raconter des choses. J'adore ça, me raconter leur histoire, la raison, comment ils ont fait pour en arriver là, quelle était l'histoire de leur vie, comment ils sont nés, l'histoire de leurs parents, d'où ils viennent. Je suis curieuse, oui, vraiment, en fait. Le mot histoire est aussi l'histoire des autres, des parents, l'arbre généalogique, tu parlais du transgénérationnel, d'où tu viens finalement. D'où tu viens, qui tu es, et puis moi qui suis franco-marocaine, comment me construire ici quand je suis d'ici et d'ailleurs, quand ils ont traversé une Méditerranée, mais en même temps de l'autre côté de la Méditerranée, comment ça se passe, qu'est-ce qui se passe. Et du coup, je suis très très curieuse de cette multitude d'existences possibles en fait. C'est comme si en parallèle, on se rend compte des multitudes d'existences possibles. Et d'un coup, quand j'ai enregistré l'intro de mon podcast et la phrase qui m'est venue et qui a été évidente, ça a été de dire « bienvenue dans l'existence ». Et d'un coup, je me suis même dit « mais cette phrase, elle devrait être dite à chaque enfant qui naît ». Oui, bien sûr. Bienvenue dans l'existence. À partir de là, tout est possible. C'est même ce bonjour que l'on dit à tout le monde quand on les croise, mais moi, quand je vais réveiller mon bébé, enfin, quand je vais le chercher au réveil ou après une sieste, bonjour. Quand je termine un cours de yin yoga où tout le monde est un peu en méditation, est parti dans sa vie, dans ses expériences, et après ce home, en fait, on se rassemble ensemble et on revient et bonjour. C'est un peu ça aussi. C'est ça. C'est exactement cet endroit-là. Et c'est l'endroit de j'existe à ton contact, j'existe dans ce lien, j'existe dans mon humanité et j'existe dans l'humanité. Donc du coup, pour moi, l'existence, ça s'est présenté, mais voilà, une évidence. C'est de ça que je veux parler, de toutes les existences possibles. Et je trouve qu'elle a un goût, une sonorité particulière dans ta bouche. Quand tu dis le mot l'existence, il y a une certaine... Voilà, c'est ancré en toi, c'est là. Voilà. J'ai l'impression à chaque fois que ça vient des tripes, effectivement. Et je le vois, oser exister, je le vois en psychothérapie, les gens que j'accompagne, est-ce que j'ose exister, qu'est-ce que mon existence, tu vois, quand on parlait du transgénérationnel, des choses, est-ce que mon existence, elle a été faite pour moi? Là, j'ai beaucoup le cas, c'est... j'aurais pas dû venir au monde, mais voilà, ma mère est quand même tombée enceinte. Alors du coup, je ne sais pas, est-ce que j'ai le droit d'existence, même si à la base je ne devais pas exister? En fait, tu vois, du coup, c'est comment ce droit à l'existence, comment, en fait, si tu es là, c'est que tu existes. Du coup, bienvenue. Et bienvenue dans l'existence. J'ai envie de terminer par une dernière question, ça va faire le pont avec ce que tu as partagé sur ta biculturalité marocaine, tu vis en France,
comment est-ce que tu vois les thérapies de l'autre côté de la Méditerranée, justement, l'introspection, est-ce que c'est accueilli de la même manière au Maroc? En France, de plus en plus ces dernières années, il y a vraiment une ouverture là-dessus. Est-ce que le Maroc est aussi prêt, accueillant par rapport à ça, ou un peu plus fermé, pas tout à fait prêt? Comment tu sens les choses? Alors, c'est difficile de parler parce que je ne vis pas au Maroc et j'ai des contacts là-bas, donc ça m'est difficile de parler depuis l'endroit de là-bas. Par contre, depuis l'endroit de ici, moi, ce que je peux en dire, c'est que mon travail d'introspection, mon travail d'ouverture au transpersonnel, à ce monde de l'invisible, la spiritualité, dans le quotidien, les intentions, la loi de l'attraction, je pense positif et donc je vis positif. Tu sais, comme les cercles de femmes, comme tout ça. Il y a eu un truc, je me souviens, la première fois que je suis allée à un cercle de femmes à Paris. En fait, j'ai moi un endroit où j'ai pas compris l'endroit de l'extraordinaire pour certaines personnes qui venaient vivre cette expérience pour la première fois. Parce que c'était des choses que j'ai vécues toute mon enfance. C'est-à-dire que les femmes s'enfermaient dans la cuisine. Alors bien sûr, sous couvert de elles font la cuisine, mais on sait tous aujourd'hui que les meilleurs moments des soirées, ça se passe dans la cuisine parce que c'est là où tout se dit. Et en fait, les femmes se retrouvaient déjà entre elles. Moi, j'ai grandi avec des tantes et sur plusieurs générations. Des cousines, des tantes, les grands-mères, on était ensemble entre femmes. Et plein de choses se racontaient. Et nous, les petites, on laissait traîner les oreilles pour écouter les histoires des grandes. Mais déjà, des choses se racontaient entre femmes et ça restait là, entre femmes, et ça ne se répétait pas par ailleurs. Et donc, il y a quelque chose dans la culture marocaine, je trouve, qui est déjà porté par cette spiritualité, par ce développement personnel, sauf que ça ne porte pas ce nom-là. Tu vois, moi, je suis toujours très, très impressionnée quand tu es au Maroc et que c'est l'heure de la prière. Tu vois, comme aujourd'hui, tu vas avoir des gens qui vont méditer à telle heure, à telle heure, à telle heure. Mais tu te promènes dans les rues du Maroc, d'un coup, il y a l'appel à la prière qui est déjà... si tu es connecté et que tu sens cet appel à la prière, une vibration qui est incroyable, mais elle est faite dans le quotidien. En fait, c'est que la spiritualité fait partie du quotidien. Et d'un coup, tu rencontres des vagues de personnes qui se dirigent tous vers le même endroit, qui vont tous en même temps prier. Tu vois, on parle de ces méditations, de groupes, il faut tous... Eh bien oui, la prière, à heure précise, dans le monde entier, les musulmans se mettent à prier en même temps. Et donc, il y a quelque chose de cet ordre-là, de la spiritualité, de la connexion à quelque chose de plus grand, qui est presque inné. Oui. Donc, Et la psychothérapie ? Les respirations holotropiques, est-ce que tu penses les états de transe, parce qu'on parle d'états de transe. Donc moi, j'ai toujours connu les états de transe. Quand je suis arrivée en respiration holotropique, je me suis demandé pourquoi j'étais fortement appelée par cet outil. Mais l'état de transe qui guérit fait partie du monde arabe depuis toujours, et même en Afrique d'ailleurs. Hein. Si tu regardes au coin du feu, et d'ailleurs dans le monde, après c'est les chamans quand on va en Amérique latine, mais il y a toujours eu ce guérisseur qui rentrait dans un état de transe, qui permet de nettoyer les mauvaises énergies, qui font fumer le pror, et aujourd'hui on a le palo santo, on a la sauge, mais en fait moi c'est pareil, je l'ai vu depuis toute petite. Du coup tu dirais que la respiration holotropique c'est très européen ou c'est aussi peut-être américain, mais je pense que c'est plutôt un mélange de culture du monde pour moi. Pour moi, et surtout, musicalement parlant, on utilise des musiques du monde. Oui, mais alors je parlais de pratique, de ceux qui les pratiquent. Est-ce que tu penses que c'est quand même plus les personnes d'ici parce qu'il leur manque autre chose, en fait? Ah bah oui, beaucoup, mais je pense que... C'est une création européenne? C'est une création américaine, puisque Stanislas Grof est aux États-Unis. Pardon. C'est américaine, mais ça se propage partout, de plus en plus. Et en même temps, je crois surtout qu'en Europe, parce qu'il y a un endroit où on manque de ces rites de passage, on manque de pouvoir plonger dans... C'est pour ça que le yoga, tu vois, on parle de cette zone
où toutes ces pratiques sont arrivées en vague. En fait, on est en manque de toutes ces pratiques qui se sont perdues. Je suis sûre que si on regarde, c'est ce que je disais dernièrement, les druides qui allaient chercher les plantes guérisseuses, qui allaient chercher ce que la terre offrait et ces connexions-là, en fait, tout ça s'est perdu. Et aujourd'hui, on est en quête de sens, quoi. Mais j'ai l'impression quand même qu'on est plus ouverts, nous, Français, Européens, je ne sais pas, jusqu'où ça se limite, à parler de nous. Oui. Là, on parle plus de la psychothérapie, pour le coup. La psychothérapie, oui. Effectivement, la psychothérapie, aujourd'hui, tu sais, il y a cet endroit où, justement, être positif tous les jours. Ça au suffit Maroc, pas à un moment donné. Oui, mais tu sais, au Maroc, on va dire alhamdoulilah. Tu oui. sais, c'est je m'en remets à Dieu. Toujours, je m'en remets à Dieu. Tu vois, et puis, Inch'Allah, c'est ce que Dieu veut pour moi. Voilà, ça va s'ouvrir à moi, ça va venir à moi. Et donc, il n'y a pas cet endroit-là. Mais n'empêche que pour avoir rencontré et aidé, tu sais, l'Europe arrive beaucoup aussi au Maroc, comme partout. Et donc, il y a le développement de l'enfant qui vient poser question. Les femmes travaillent aussi beaucoup plus. Donc, du coup, ça vient créer des déséquilibres un petit peu, ou justement un nouvel équilibre, en tout cas, dans la vie de famille, qui fait que ça chamboule. Et puis là, dernièrement, moi qui ai aidé, j'étais personne à ressources à appeler pour un rendez-vous, pour une consultation post-séisme. Donc tu vois, il y a le confinement, il y a le Covid qui est arrivé, qui a chamboulé tout ça, il y a le séisme qui s'est passé au Maroc, et en fait, effectivement, il y a de plus en plus de gens qui se disent peut-être que parler un petit peu de mes angoisses, ça pourrait m'aider moi à m'en libérer. Oui. Mais ils ne sont pas au même endroit, sur le chemin que nous. Mais c'est une autre histoire aussi, et c'est l'importance. Mais j'avais une dernière question, du coup, quand même, pour toi, par rapport à ce que j'entends là. Comment toi, Marocaine, tu es tombée dans la psychothérapie? On aurait pu se dire, justement, parce que tu es arrivée avec tes racines et l'habitude de dire non, mais Inch'Allah, voilà. Mais non, à un moment donné, toi, tu y es allée. Oui. Il y a, j'imagine, toute une histoire personnelle autour de ça. Oui, bien sûr, c'est l'histoire d'une vie. On est né en France. On a grandi ici, donc déjà j'ai grandi avec l'éducation, à l'école, on parle, on comprend, on cherche à comprendre les choses. Et puis il y a quelque chose de très personnel, c'est-à-dire que moi je suis née au milieu d'une grande famille, donc j'étais pile au milieu, donc j'avais besoin de comprendre ce qui s'était passé avant moi et ce qui se passait avec l'arrivée des plus petits, et j'ai toujours eu ce pôle un peu... J'ai toujours été l'observatrice de ce qui se passait, la systémie. Oui. Tu vois, j'avais besoin de comprendre les plus grands, les parents avec les grands, et puis les parents, comment ils se comportent avec moi, et puis les parents, comment ils se comportent avec les petits, et puis les frères et sœurs, comment ils se comportent. Beaucoup de questions en réalité. Beaucoup de questions. Et puis, on en parlera, parce qu'on a encore plein de choses à se dire. Dans un épisode bonus, il y a une histoire aussi personnelle qui vient à un moment donné dans ta vie, un deuil périnatal. Je te propose qu'on poursuive dans un épisode bonus et qu'ici on clôture tout doucement. Et merci beaucoup. Vraiment, ça, j'espère donner déjà une meilleure conscience de ce qu'est la respiration holotropique, parce que j'ai beau te connaître depuis un moment, ça restait un peu flou pour moi, parce qu'évidemment, on s'interroge comment c'est possible, qu'est-ce qui se passe. Donc, voilà, si vous voulez en savoir plus, allez voir, écoutez Majda avec son podcast L'Existence, allez voir ce qu'elle fait sur... Instagram, mon site internet, majdagayourde.com. Voilà. Et puis de ne pas hésiter à me contacter pour poser des questions en direct. Je me ferai un plaisir d'échanger directement. Merci beaucoup, Majda. Merci, Elisabeth. À suivre un épisode bonus dans lequel Majda nous partage une histoire intime, celle de son deuil périnatal. Quand elle attend son premier enfant, elle le porte pendant quelques mois, mais ne le ramène pas à la maison. Toute la difficulté de cette grossesse, toute l'indélicatesse, toute l'incompréhension, les mots qui ne sont pas faciles à poser, les décisions, tout ça elle en parle dans cet épisode bonus. En partageant son histoire, c'est celle de toutes les mères, tous les parents endeuillés, toutes les familles endeuillées, tous ces parents qu'elle partage à ceux qui ne savent pas toujours. En devenant mère,
je comprends d'autant mieux la douleur qu'elle a pu vivre et que ses parents ont pu vivre. Un épisode bonus à découvrir sur patreon.com/état-de-flow. Je vous mets le lien dans les notes de l'épisode. À très vite pour un nouvel épisode.